Bonjour à toutes et à tous. Désolé d'abord pour ce retard à l'allumage, on va dire. On a eu une rencontre ce matin très très riche avec les différents groupes Cap Droit, les différents groupes de personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap qui ont travaillé sur la question de l'exercice de leurs droits depuis 1 an. Cette rencontre était un moment attendu qui a été intense, pour reprendre les mots de nos invités internationaux. Et voilà, ça explique en partie pourquoi on s'est un petit peu décalé sur ce début d'après-midi, sachant que, vous avez pu le voir, il y a des nombreuses dimensions organisationnelles qu'on règle vraiment en flux tendu, et ce qui explique aussi la dynamique, comment dire, l'ambition de la démarche, qui est de pouvoir évidemment s'adapter aux différents enjeux d'accessibilité, aux différents enjeux de traduction, pour permettre le temps d'échange et de dialogue qu'on vous propose au cours de cette conférence. Alors, peut-être on va commencer avec une introduction à 5 voix, une introduction de l'équipe de coordination scientifique et organisationnelle. Je vais commencer par dire quelques mots de la genèse du projet, et puis on va le décliner progressivement avec Tonia Tartour, Jean-Philippe Cobot, Yulia Taran et Karine Lefebvre. D'abord dire qu'on est évidemment très heureux d'ouvrir cette conférence scientifique et citoyenne qui constitue aussi le dernier événement organisé par le collectif Contraste. Le collectif Contraste est un collectif qui, depuis 5 ans, a travaillé de manière interdisciplinaire sur les questions et les tensions normatives posées d'un côté par l'affirmation des droits de la personne et du respect du consentement des personnes, et de l'autre les impératifs de protection, de sécurité qui aujourd'hui passent bien entendu par aussi des formes de recours à des contraintes et bien souvent à des formes de contraintes légales. Donc ce collectif s'est réuni d'abord lors de séminaires interdisciplinaires qui ont permis d'avancer sur l'enjeu des recompositions contemporaines, des régulations et des modes de gouvernance, des relations de soins et d'accompagnement dans le domaine de la santé mentale, dans le domaine du handicap. Et il nous a conduit à tester l'hypothèse d'un certain tournant juridique dans la régulation de ces relations de soins et d'accompagnement. Cette hypothèse, elle suscite toujours, bien sûr, des débats, elle suscite des débats entre nous, mais on aimerait quand même la situer à partir de quelques éléments très rapides. Tournant juridique qu'on caractérise par une dynamique de judiciarisation, c'est-à-dire de changement dans le positionnement du juge, dans le contrôle des relations de soins et d'accompagnement, dynamique de judiciarisation, dynamique de juridicisation, c'est-à-dire le fait qu'il y a de plus en plus des exigences de compte-rendu de l'activité de soins, de l'activité d'accompagnement, de compte-rendu qui prennent une forme juridique ou quasi-juridique, et qui sont de plus en plus prescrits par des formes de droit souple, par des recommandations, par des guides de bonne pratique. Donc un développement important de ces documents repères de juridicisation. Un troisième élément qui nous semble évidemment aussi central, c'est celui de la démocratisation de la relation de soins et d'accompagnement, démocratisation qui plus largement est celle du rapport entre l'administration et ses administrés, qui a commencé depuis plusieurs décennies, mais qui, dans le domaine de la santé, s'est très fortement développé avec la dynamique de démocratie sanitaire et de démocratie en santé, qui donne un pouvoir plus grand, un pouvoir plus fort aux personnes qui sont en situation d'être patients, en situation d'être usagers de services de soins ou d'accompagnement. Et puis, la dernière caractéristique, sans doute peut-être celle qui nous a conduit à développer le plus de débats, c'est une forme de fondamentalisation de la relation de soins et d'accompagnement, de fondamentalisation des droits qui régulent cette relation, fondamentalisation qui est passée bien sûr par des recours
à travers des questions prioritaires de constitutionnalité. André Bitton nous en parlera cet après-midi, mais fondamentalisation qui est passée aussi et peut-être surtout par le développement de normes internationales et tout particulièrement de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes en situation de handicap qui a été votée en 2006 et qui a été une interpellation très forte au sein de notre groupe de chercheurs et qui a initié la dynamique collaborative qu'on a mis en place il y a 2 ans, visant non seulement à travailler entre chercheurs, entre sociologues, juristes, philosophes, mais aussi à travailler avec les professionnels, avec des usagers, avec des patients, avec des personnes éprouvant de manière très directe les questions de respect des droits dans les relations de soins et d'accompagnement. Voilà, donc pour faire suite à ces premiers propos de Benoît Hérault, je voudrais souligner comment, d'une certaine manière, ce tournant juridique et ses différentes caractéristiques ont pu prendre corps dans les débats qu'il y a 3 ans, dans la première conférence, nous avons voulu faire mieux connaître et permettre une appropriation de ce débat en France. Dans ce débat, d'une certaine manière, on peut d'abord repérer les promoteurs de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes en situation de handicap qui affirment avec force un modèle du handicap désormais fondé sur les droits de l'homme, interdisant toute restriction d'exercice de la capacité juridique pour des raisons de santé ou de handicap et toute mesure légale de prise de décision substitutive. Pour ceux-ci, la Convention constitue véritablement un changement d'orientation, un changement de paradigme. La Convention vise à promouvoir, à protéger et à assurer une plus complète et égale jouissance de tous ces droits fondamentaux et des libertés pour les personnes ayant un handicap. Et comme l'ont souligné notamment Gérald Quinn et Theresia de Genner, la Convention marque une avancée d'un point de vue pratique en construisant une véritable, disent-ils, autorité morale pour le changement. Le modèle des droits humains, dans ce cadre-là, se fonde sur la dignité inhérente à chaque être humain, le plaçant au centre de toute décision en tant que sujet de droit. Et à ce titre, la Convention a marqué des avancées par rapport aux théories conventionnelles des droits humains. Elle constitue une avancée en matière d'égalité des personnes devant la loi, notamment via l'article 12. Elle constitue aussi un élargissement du droit de choisir la manière de vivre au sein de la communauté. Elle souligne aussi ou elle intensifie les obligations de l'État et au-delà de l'accessibilité généralisée et des aménagements raisonnables pour permettre à chaque personne d'exercer effectivement ses droits fondamentaux. Au-delà de ces apports, elle est aussi une innovation en matière de procédure, en matière de démocratisation, comme Benoît l'a souligné également, en prévoyant de nouveaux mécanismes de monitoring, de suivi, d'analyse du respect de la Convention dans les différents pays, avec des mécanismes indépendants des gouvernements, articulés avec les organisations de la société civile et des organisations des personnes en situation de handicap. Et à ce titre, certains la considèrent comme un modèle inédit d'expérimentalisme démocratique, c'est-à-dire la possibilité de discuter de manière récurrente des avancées et des obstacles qui sont maintenus et qui restent effectivement, si on lit les rapports à propos du suivi de la Convention, assez importants. Donc, par rapport à ce modèle des droits et cette affirmation du modèle des droits, un certain nombre émettent, chercheurs ou personnes, ou professionnels ou d'autres groupes, le risque qu'une telle convention ait une interprétation radicale de cette convention, je dirais, sape d'une certaine manière l'accès effectif des droits, l'accès aux droits des personnes en situation de grande vulnérabilité. Ceux-ci reconnaissent l'importance des apports de la Convention et ils les mettent en avant, mais ils soulignent qu'une interprétation par trop radicale de la Convention risque de mettre en cause
des droits comme l'accès à un meilleur niveau de santé, l'accès à la justice, le droit à la vie, et je dirais risque finalement peut-être d'abolir aussi toute forme d'autonomie par le biais de l'abolition des droits de la décision substituée, de la désignation de représentants ou l'admission involontaire dans une institution. Selon ces personnes, ces chercheurs, qui notamment ont affirmé ce point de vue dans un article du Lancet en 2015, l'acceptation des considérations du commentaire général relatif à l'article 12 risque d'une certaine manière de conduire à d'autres formes de stigmatisation et de discrimination pour des personnes qui seraient laissées à leur sort et qui pourraient de ce fait-là adopter des comportements qui conduisent à une autre forme de stigmatisation. Il considère que si les considérations du commentaire général avaient pu être discutées par des cliniciens, par des organisations professionnelles et un ensemble plus large d'usagers, leurs conclusions auraient été différentes. Et donc, c'est dans ce débat que nous situons, je dirais, la démarche de la conférence d'aujourd'hui, suite à la première conférence, qui cherche à prolonger ce débat, mais surtout à peut-être prendre au mot une adresse comme celle des auteurs de cette opinion dans le Lancet de 2015, en vue d'instaurer un débat le plus large possible entre toutes les parties prenantes, et ce, à partir de leur expérience vécue. Parce que peut-être, je dirais, l'écueil de ce débat est de rester par trop formel dans les positions qui s'opposent, et qu'il s'agit d'entrer plus avant dans l'expérience des personnes concernées et des pratiques de soins ou d'accompagnement. Et à cet égard, la conférence d'aujourd'hui vise à mettre, d'aujourd'hui et des jours prochains, vise à mettre ces situations en dialogue et à donner l'occasion de mieux comprendre comment il est possible d'assurer un respect plus effectif des droits fondamentaux pour les personnes concernées. Merci. Donc, moi, je vais dire un petit mot sur comment on a mené aussi un travail préparatif avant la conférence, parce que, comme a exposé Jean-Philippe tout à l'heure, avec la conférence 2015, on a cherché de faire vivre ces débats dans le contexte français, mais une des critiques qui a été adressée à la conférence, c'était la présence insuffisante des personnes directement concernées. Et à la suite de cette conférence de 2015, la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, nous a soutenus pour un projet qui avait pour l'objectif d'accompagner l'expression des personnes vulnérables sur leurs droits et recherche sur leurs droits. Et c'est comme ça que nous avons décidé de développer le projet Carte Droit, dont de nombreux participants sont parmi nous aujourd'hui. Et le projet, il a déjà initié ce principe de croisement des regards entre les personnes directement concernées, les chercheurs, les professionnels et les proches. Et il a conduit à la création d'une dizaine de groupes dans toute la France qui analysent la question de l'exercice de leurs droits en collectivisant leurs expériences. Et concrètement, dans chaque groupe, il y a une dizaine de personnes directement concernées, donc c'est-à-dire des personnes en situation de handicap, usagers en santé mentale, personnes sous protection juridique, qui se retrouvent périodiquement pour travailler et échanger sur des thèmes qu'ils ont définis au préalable comme prioritaires concernant l'accès aux droits. Et ces groupes aussi sont accompagnés par un trinôme animateur-chercheur qui est aussi constitué à chaque fois d'un usager pair, d'un chercheur et d'un professionnel du soin, d'accompagnement ou d'un proche pour faciliter la discussion entre les membres du groupe. Et le trinôme participe aussi à la synthétisation de la parole, peut porter la parole du groupe.
Déjà, dès l'élaboration du projet Cap Droit, il est apparu que l'enjeu n'était pas seulement d'accompagner les personnes vulnérables à débattre de l'exercice de leur droit, mais il fallait permettre aussi également à des professionnels et des proches d'entendre et d'être sensibilisés aux droits fondamentaux. Et ainsi, dès le départ, le projet Cap Droit prévoyait déjà la participation des membres des groupes à des scènes publiques de forums pour interpeller différents acteurs qui participent, sont présents dans leur environnement social et administratif et qui ont un impact sur l'exercice des droits de ces personnes. Même si la première conférence en 2015 a déjà été une tentative d'organisation de dialogue, c'est justement l'enjeu aujourd'hui, c'est de permettre une égalité entre les différents participants. Et c'est plutôt d'avoir un dialogue qu'un débat pour convaincre. Et d'autre part, aussi dans le cadre de Cap Droit, pour favoriser d'autres modes d'expression que la parole, parce que l'accès à la parole n'est pas évident pour tous. On a proposé un protocole qu'on a appelé Images et Sons, qui fait partie dans dispositif, programme représentation civile. Et nous voulons vous le présenter maintenant. Il fait l'objet aussi d'une exposition pour laquelle nous vous inviterons ce soir au vernissage à 18h30. Avec un petit buffet d'ouverture qu'on va vous proposer pour ceux qui pourront laisser. Donc je vous laisse regarder. Bon, j'espère que ça vous a déjà donné envie quand même d'aller regarder l'exposition. Donc on voit que l'accès à la parole n'est pas évident, même avec des équipements techniques. Donc déjà pour vous signaler que les représentants des 3 groupes Cap Droit qui ont participé à la production de ce montage sont bien présents parmi nous pendant les 3 jours de la conférence. Et vous aurez aussi l'occasion de les entendre et de pouvoir poser vos questions après la conférence. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais continuer ce petit point d'introduction en présentant plutôt le dispositif de la conférence. Donc, entre guillemets, plutôt la forme. Les débats qu'on met en question aujourd'hui, ils ont été présentés notamment par Benoît Hérault et Jean-Philippe Cobot. Sur la forme, l'idée de la conférence, c'était d'organiser un dispositif de mise en dialogue ou de mise en forum. Donc, comme le disait Yulia Taran aussi, c'est ce qui a été un peu critiqué de la première conférence, qu'on ne laissait pas assez de place au dialogue et à la parole de certains acteurs directement concernés. Et donc, on a réfléchi à un moyen de donner la parole à tout le monde et de la donner à tout le monde de manière égale. Et donc, c'est le dispositif qu'on vous présente pendant les 3 jours. On a vu déjà ce matin que les discussions étaient très riches avec les rencontres dont parlait Benoît au début, les rencontres des groupes Cap Droit. On a vu des mini-débats déjà commencer à émerger, des gens discuter. Et c'est vraiment l'idée de la conférence et c'est vraiment l'idée de pouvoir continuer à discuter de tout ça ensemble et que tout le monde puisse dire ce qu'il a à dire sur la question. Dans un endroit qui est consacré à ces questions et dans lequel vraiment, encore une fois, toute personne, qu'elle soit issue de tous les mondes sociaux, professionnels et expérientiels, puisse donner son point de vue. Le dispositif, pour parler un peu plus du moment des ateliers qui vont avoir lieu demain après-midi et mercredi matin, c'est l'idée dans chaque contribution qui a été portée au recueil et qui va être présentée dans les ateliers, qu'elles proviennent de chercheurs, de professionnels du droit, de la santé, de personnes directement concernées, de mandataires judiciaires. Elles ont toutes répondu à une consigne commune qui était de d'abord raconter une situation, ensuite d'en faire une esquisse d'analyse
puis de proposer des pistes d'évolution ou des questionnements pour qu'on puisse en discuter ensuite collectivement dans les ateliers. Ateliers qui d'ailleurs seront restitués dans la dernière après-midi de la conférence, le mercredi après-midi, pour ceux qui pourront être là. On pourra discuter de tout ça. Et donc c'est vraiment dire que la visée scientifique de cette conférence, elle se caractérise par cette méthodologie commune qui a été proposée et qui a été respectée par les personnes qui ont contribué, qui vise vraiment à permettre que chacun des protagonistes puisse prendre la parole en son nom, depuis sa position, et en explicitant toujours d'où il parle, puisque c'est important de savoir qui est la personne qui nous présente une situation, qui elle est par rapport à la situation, et pourquoi est-ce qu'elle est parmi nous pour apporter une pierre dans ces débats vraiment importants, et prendre en compte tous les points de vue, même s'ils sont tous situés, prendre en compte tous les points de vue dans les situations. Donc on a vraiment incité chaque contributeur à mobiliser aussi bien les savoirs issus de leur expertise que de leur expérience vécue. Et ça, c'est vraiment important, c'est les deux pieds de la conférence, c'est vraiment expertise et expérience, et faire dialoguer ces deux modes de connaissance des enjeux qu'on va traiter tout au long de la conférence. J'ajoute aussi un dernier petit point. L'idée, c'est de constituer un point de vue citoyen, d'essayer de constituer une parole commune sur ces questions. C'est vraiment important. On y a réfléchi pendant des mois de préparation de la conférence. La mise en dialogue, elle a déjà été entre nous. Elle est en marche depuis des mois entre nous pour organiser cet événement. Et c'est vraiment un objectif de la conférence. Et la constitution de ce point de vue citoyen, elle va de pair avec la mise en débat public de ces enjeux-là. Et donc, c'est vraiment un des objectifs forts de la conférence et des 3 jours qui nous attendent. Et je ne veux pas être trop longue, donc je vais passer... Voilà, et moi je vais conclure ce chemin de table. Donc je représente l'école des hautes études en santé publique, où je suis enseignant sur le droit des personnes vulnérables. Et l'école est donc ravie d'avoir accompagné, d'avoir co-organisé et d'accueillir dans ses locaux parisiens qu'elle partage avec d'autres institutions à la Maison des sciences de l'homme cette belle manifestation. Alors en fait, ce thème relatif aux droits des personnes à l'épreuve des contraintes légales entre complètement dans les missions de santé publique de l'école, aussi bien dans le champ de la formation, de la recherche, de l'expertise. Et c'est pas la première fois qu'on collabore ensemble avec Benoît notamment et son équipe. Et tous ces enjeux autour de l'expression de la parole des usagers, ce qu'on appelle de façon plus globale depuis quelques années des enjeux de démocratie en santé, l'école en a vraiment fait une de ses premières têtes de pont, si on peut dire. D'ailleurs, un des derniers recrutements a été un maître de conférence sur la démocratie en santé. Donc on voit bien que cette participation des usagers sous tous ces aspects est vraiment aujourd'hui une mission déterminante, un objectif déterminant. Alors, on fait aussi, et c'est aussi l'intérêt de ces manifestations, c'est de semer des petits cailloux entre elles. Et donc, on ne manquera pas de faire état, et Benoît est déjà intervenu, parce que tous les 2 ans, on organise un colloque sur la protection juridique des majeurs au ministère, avec ma collègue qui est ici, Sylvie Moidon-Châtaignier, de la faculté de droit de Rennes. Et donc, le prochain colloque a lieu les 5 et 6 juin au ministère sur les notions d'éthique dans l'accompagnement des personnes. Donc, je suis absolument convaincue qu'on aura des choses des croisements à faire avec ce qui aura été dit durant ces quelques jours. Juste pour conclure, finalement, vous l'aurez compris et ça a été dit à plusieurs reprises, le défi de ces 3 jours, c'est vraiment cette mise en dialogue. C'est une jolie expression, je trouve. Mais finalement, le but, c'est d'échanger des positions qui seront peut-être conciliables, peut-être inconciliables, voire irréconciliables. Hein, peut-être, c'est possible. L'objectif final, c'est quand même de tous mieux s'écouter pour mieux se comprendre. C'est une expression qu'on entend régulièrement, mais je pense que c'est très important. Et finalement, la parole des usagers, et j'ai entendu la fin de la réunion de Cap Droit, elle est vraiment déterminante. Voilà, et ça me fait simplement penser à une phrase que je cite de temps en temps de Gandhi. Quand je l'avais lue, je trouve qu'elle est très forte. Il disait à l'époque, la première arme de la dignité, c'est la parole. Et je pense que là, ça va être un des fils rouges durant nos 3 jours.